On va revenir sur une autre situation politique, une autre élection d'ailleurs. C'est en Algérie avec un favori, le président sortant, aux plus grandes dames d'ailleurs de ses détracteurs et bien évidemment de ses opposants, notamment Youssef Aouchiche. Les conditions ne sont pas réunies pour une élection libre et transparente. ويد يكتفن لا ديسيزيون كيس ننت سارتيت اما انا ابري اون اناليز ابروفوندي نفاد باللي لا ديميسيون اي بلو غراف كو لا ديفيونس ايات مثلا يستمع لا ديميسيون تزمر داوي المضره غير مورت. Bonjour Xavier Drancourt. Bonjour. Précisément, quand on entend ces candidats justement répondre à ce qui est intéressant dans la séquence qu'on vient de voir, il explique à ses partisans pourquoi il ne se retire pas et il concourt. Mais est-ce que finalement la question ne se pose pas, mais pourquoi les opposants continuent de se présenter alors qu'ils savent qu'ils seront battus? Oui, ils le savent, mais pour l'élection présidentielle algérienne, comme pour toutes les élections présidentielles algériennes depuis 62 en gros, il y a deux conditions et un paramètre. Deux conditions. La première, c'est d'être adoubé, choisi, plébiscité par l'armée qui fait le choix du candidat. Bouteflika, avant lui, Zeroual, Chadli avaient été choisis par l'armée. Donc c'est la première. Ça, après Boumedienne, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, Boumedienne était le premier président militaire. Boumedienne était le premier et le premier militaire. Ouais. Et l'armée est toujours allée chercher Chadli, qui était le général le plus ancien dans le grade le plus élevé, puis Boudiaf, après, qui a été assassiné, puis Zeroual, puis Bouteflika. C'est toujours l'armée qui a fait les présidents de la République. C'est la première condition. La deuxième, c'est justement, on en revient à la présentation précédente, c'est-à-dire qu'il faut donner une apparence de démocratie et donc avoir des candidats qui sont un peu des plantes vertes, des pots de fleurs ou des figurants pour donner une apparence de démocratie parce que sans cela, l'ONU, les ONG, l'Union européenne, le Parlement européen, etc. critiqueraient l'absence de démocratie dans l'élection algérienne. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux candidats, un socialiste, un islamiste, qui sont ce qu'on appelle en Algérie des lièvres ou des faire-valoir, qui sont là, qui savent parfaitement qu'ils ne servent à rien, mais ils sont là, ça leur donne une petite audience, comme chez nous pour des élections européennes ou autres. Il y a des candidats qui se présentent en sachant qu'ils n'auront aucune chance, mais voilà, ils font partie du décor. Et enfin, il y a deux conditions, et je dirais il y a un seul paramètre qui est important, c'est le taux de participation. Et samedi, il n'y aura aucun suspense à une éventuelle soirée électorale en Algérie. Tebboune sera réélu. Mais ce qui est important, c'est le taux de participation. C'est le seul moyen pour la population de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer, de faire valoir son mécontentement. Mais qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui la population, finalement, de déjouer le scénario attendu d'avance, de voter précisément pour un opposant? Non, c'est impossible. Pourquoi? C'est impossible parce que l'élection est quasiment faite par avance. Le président de la République, donc, qui se représente, il l'a nommé comme directeur de campagne son ministre de l'Intérieur, ce qui est quand même une drôle de confusion des genres. On a arrosé pas mal avec des fonds publics. Dans les campagnes votent toujours pour le candidat du pouvoir. Il n'y a que les villes, la Kabylie, le nord de l'Algérie, qui ne votera pas en réalité. Non, il n'y a pas besoin de bourrer les urnes. Il n'y a plus besoin, non. Quel est le bilan, justement, d'Abdelmadjid Tebboune? C'est une grande interrogation et c'est pour ça que le taux de participation, encore une fois, sera important. Peut-être on précise, Xavier Driancourt, que la précédente élection, qui a vu l'élection justement d'Abdelmadjid Tebboune, c'était fait dans le contexte d'un mouvement de défiance par rapport au pouvoir, le Irak,
avec un taux de participation qui, à l'époque, avait été extrêmement faible. Extrêmement faible. Et je pense que là, ce sera la même chose. Et dans certaines régions, comme la Kabylie, il avait atteint 2% dans certains bureaux de vote. Donc 2% de participation. Quand vous voyez personne dans un bureau de vote, ça finit par se voir. Mais donc, je reviens à votre question. Là. La situation interne économique n'est pas brillante. Le pays, politiquement, est quand même... Il y a une répression extrêmement forte en Algérie en ce moment. Tous vos confrères journalistes algériens sont ou en prison ou alors rédigent sous la dictée des officines de l'armée algérienne. Il y a une répression très très forte, même vis-à-vis de la population. Les gens qui mettent des posts sur Facebook ou sur Twitter, la police vient les chercher et puis on les emmène en prison après un jugement rapide. Donc la situation politique est vraiment pas brillante. Il y a beaucoup de haragas, qu'on appelle, les gens qui veulent traverser la Méditerranée via l'Italie ou via l'Espagne. Et puis aussi, sur le plan international, sur le plan diplomatique, l'Algérie a accumulé une série d'échecs. L'Algérie a été refoulée des BRICS, où elle avait présenté sa candidature, malgré le soutien de Poutine. Avec le Maroc, les relations sont rompues. Au Mali, c'est la même chose. À l'est, il y a la Libye et le général Haftar qui descend vers le sud algérien. Et puis aujourd'hui, avec la France, une nouvelle crise. Donc le bilan du gouvernement de Tebboune n'est pas particulièrement brillant. Où en sont les islamistes ? Ils sont toujours présents dans le paysage. Bouteflika les avait fait revenir dans le jeu politique. Ils contrôlent les mosquées, ils contrôlent le commerce informel. Et puis aujourd'hui, surtout, ce qui est très ennuyeux, très inquiétant, c'est une espèce d'alliance tacite, implicite entre les islamistes et l'armée, qui ont le même agenda. Pourquoi ? C'est-à-dire... Il y a une islamisation de l'armée ? Il y a une islamisation de l'armée. Et puis ils ont le même agenda, c'est-à-dire éliminer l'influence de la France au profit d'un monde islamique pour les islamistes, au profit d'un monde islamique également pour les militaires et au profit de l'anglais. Et toutes les mesures récentes qui ont été prises, l'élimination du français dans l'enseignement, la fermeture des écoles privées, la fermeture des églises en Kabylie, etc., tout ça va dans le même sens. Donc les islamistes sont très présents dans le paysage politique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un islamiste qui se présente aussi aux élections. Le tropisme, précisément pour l'anglais, est-il la traduction d'un rapprochement avec les États-Unis ? Pas forcément, mais les États-Unis et la Grande-Bretagne, les anglo-saxons, comme disait le général de Gaulle, ne sont pas mécontents de voir que l'anglais progresse et qu'on met devant le président Macron quand il est à Alger. Ils n'ont jamais été très coopératifs de façon générale pour l'influence de la France en Algérie. Exactement. On peut dire ça comme ça. Et les Algériens, ou en tout cas les décideurs algériens, peuvent dire, c'est au nom de la modernité, l'anglais, c'est la langue de l'avenir, de l'Internet, etc. La Russie revient en force à Alger. Elle a toujours été présente en Algérie, mais en ce moment, il y a quand même quelques signes, aussi bien au Mali qu'avec les BRICS dont on parlait, qui montrent que les relations ne sont pas forcément au beau fixe. Mais elle est très présente, très influente, oui. Que reste-t-il donc d'un mouvement dont on a parlé tout à l'heure, qui était le Irak ? Rien. Il a été enterré, muselé, et je crois qu'il n'a pour l'instant aucun avenir tant que l'armée est en place. Et si vous voulez, il faut bien réaliser qu'en Algérie, l'armée qui a vaincu le colonisateur français en 62, l'ALN, l'Armée nationale de libération, elle se considère encore aujourd'hui comme propriétaire du pays. Et les Algériens ne sont que les locataires ou les usufruitiers, je dirais. Et donc, voilà, c'est un résumé brutal de la situation. Mais un locataire, on peut avoir tous les droits sur lui. Les relations avec la France sont devenues exécrables. Est-on parvenu au pire état des relations entre les deux pays ? Non.
On a connu pire. Non, il y a toujours des crises, des hauts et des bas. Là, il y a une énième crise. C'est la 4e depuis le 2017. L'ambassadeur d'Algérie, c'est la 4e fois qu'il est rappelé en Algérie. Là, la crise, elle est due à la... Ça vous était arrivé quand vous étiez en poste? Non. Non, l'ambassadeur actuel, ça fait la 4e fois qu'il est rappelé en Algérie. Cette crise, elle est due à la reconnaissance du Sahara occidental par la France. Donc, ce territoire qui est au sud du Maroc, que le Maroc revendique, dont le Maroc 75, revendique la souveraineté, et territoire qui, avec le soutien de l'Algérie, veut son indépendance. Il y a les Sahraouis, ou une partie des Sahraouis, soutenus par l'Algérie, dont certains sont réfugiés sur le territoire algérien, à Tindouf, ce qui fait dire à l'Algérie que c'est un problème équivalent à celui de la Palestine, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Une partie, effectivement, de la population sahraoui veut une république sahraoui indépendante et soutenue par l'Algérie. Quel est l'impact d'ailleurs de cette question dans la campagne et plus exactement, est-ce que l'opinion algérienne attache autant d'importance à cette question que n'en attache le pouvoir algérien? Non. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un en Algérie me parler du dossier du Sahara, du dossier sahraoui. On conteste évidemment l'appartenance au Maroc de cette partie du Sahara au nom de la doctrine de l'intangibilité des frontières en Afrique, des frontières issues de la décolonisation. Mais c'est un problème. C'est pas l'Alsace-Lorraine de l'Algérie, c'est un problème qui concerne les militaires, qui y trouvent aussi un certain nombre d'intérêts, je pense. Donc voilà, c'est pas un sujet d'intérêt national. Mais là, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé avec le Maroc, ça va sans doute revenir un peu dans le débat, mais franchement, c'est pas un sujet. Qu'allez-vous d'abord guetter dans les prochains jours? J'ai peut-être une question préalable. Pour la question d'immigration, aujourd'hui, les autorités algériennes continuent-elles ou ont-elles l'intention de coopérer avec la France, puisque quand même l'Algérie et les Algériens sont le premier peuple d'immigration en France aujourd'hui? Non, elles n'ont pas l'intention de coopérer avec la France, mais elles n'avaient déjà pas l'intention de coopérer avec la France. Notamment sur le cas des OQTF. Distribution des laissez-passer consulaires pour la mise en œuvre des OQTF. Et le taux, je ne sais pas quel est le taux officiel aujourd'hui, il faudrait poser la question à M. Darmanin. Je ne sais pas quel est le taux officiel de réalisation des OQTF algériennes, mais il n'a jamais été très élevé. Il était à 7% à un moment, on est peut-être passé dans les derniers mois à 20%, mais vous voyez, 20%, ça laisse 80% de gens en situation irrégulière. Vous avez écrit une note très intéressante d'ailleurs sur la question pour la Fondapol, on le rappelle. Quels peuvent être justement les leviers de la France pour pouvoir faire évoluer cette situation? Il y a cet accord de 1968, mais si on voulait toucher au cœur du système, il y a un dossier qui est un échange de lettres Kouchner-Medelsi qui date de 2007 et qui exempte de visa tous les détenteurs algériens de passeports diplomatiques. Or, vous pouvez penser qu'en Algérie, les passeports diplomatiques sont diffusés très largement à toute la nomenclature algérienne. Les diplomates, mais aussi les militaires, les politiques, leurs familles, ils ont des passeports diplomatiques à vie, alors que du côté français, c'est quand même très limité. Moi, en quittant Alger, j'ai rendu mon passeport diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Et donc, tous ces gens de la nomenclature algérienne viennent et peuvent venir en France sans visa pour faire leurs affaires financières, se faire soigner, etc. Et si on voulait envoyer en tout cas un signal au système algérien, on commencerait par dénoncer cet accord. C'est un simple échange de lettres. Donc le ministre des Affaires étrangères nommé par M. Barnier peut le faire sans même l'autorisation du président de la République. C'est un échange de lettres et ce n'est pas un accord international. Donc ce serait un signal très fort. Ça priverait du droit de venir en France beaucoup de généraux et d'officiels algériens. Il y a d'autres leviers ? Oui, il y a d'autres leviers, les circuits financiers,
le change algérien avec un dinar inconvertible, donc les circuits de financement, les biens immobiliers, les accords de sécurité sociale, bon, l'accord de 68 sur l'immigration, il y a beaucoup de dossiers, oui. Qu'allez-vous guetter dans les prochains jours, d'abord en Algérie? Rien, parce que demain, donc, Monsieur Tebboune sera réélu, et puis après, les choses repartent comme avant. Je pense que ce qui sera important, c'est pas dans les prochaines semaines, c'est dans les prochains mois. À mon avis, les Algériens vont essayer de se positionner vis-à-vis du prochain candidat aux élections présidentielles en France, pour essayer de faire valoir un certain nombre d'arguments. Ce qui sera important de surveiller en revanche, c'est la mosquée de Paris, les consulats algériens, tous les groupes algériens en France, et notamment la mosquée de Paris, qui est la véritable ambassade de l'Algérie en France. Sur quelle base, ce sera ma dernière question, Xavier Driancourt, la France pourrait fonder des relations stables, durables et saines avec l'Algérie? J'ai toujours dit et écrit qu'il faut établir un rapport de force. La réciprocité, c'est le seul mot que la diplomatie algérienne comprend et accepte. Donc il faut établir de la réciprocité. Merci beaucoup Xavier Driancourt. Je signale, je rappelle votre note qu'on peut retrouver sur le site de la Fondapol sur les fameux accords de 1967. 68. Et 1968. Voilà. J'avais une hésitation, vous venez de clarifier donc les accords de 1968 entre la France et l'Algérie et tout le travail et puis tout ce que vous avez écrit justement sur la question. Merci beaucoup Xavier Driancourt d'être venu.